Salut à tous, nouvel épisode, et aujourd'hui je vous conseille d'enfiler des vêtements chauds puisqu'on se rend dans les contrées froides de Finlande. Longtemps sous le contrôle de l'Empire suédois, la Finlande est ensuite conquise par l'Empire russe en 1809. La Finlande devient alors un duché autonome proche de la capitale russe de l'époque, Saint-Pétersbourg. En octobre 1917, en pleine Première Guerre mondiale, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie, et les Finlandais décident de prendre leur distance et en profitent pour déclarer leur indépendance le 6 décembre 1917. Dans la foulée, en janvier 1918, une guerre civile éclate dans le pays. Les Blancs, conservateurs, soutenus par l'Empire allemand, sont opposés aux Rouges, communistes, soutenus par la Russie soviétique. Finalement, les Blancs l'emportent en mai 1918 et la Finlande devient une république. Après ces événements, la Finlande et la Russie n'entretiennent pas de super rapports. Aussi, les Finlandais, par précaution, décident en 1920 d'installer la ligne Mannerheim au sud du pays, une sorte de ligne Maginot finlandaise si vous voulez. Faisons un bond dans le temps pour nous retrouver en 1939. Le 23 août a lieu la signature du fameux pacte germano-soviétique, le traité stipulant que ni Allemands ni Soviétiques ne s'attaqueront. Dans les clauses secrètes du pacte, il est stipulé que les deux géants vont se partager la Pologne, ainsi qu'une grande partie du territoire européen. En gros, chacun s'emparera des pays considérés comme étant dans leur sphère d'influence, la Finlande étant bien entendu dans la sphère d'influence soviétique. Pour l'anecdote, sachez qu'en 1932, les Soviétiques ont signé un autre pacte de non-agression, avec la Finlande justement. Je sens que ça va encore être épique. En octobre 1939, les Soviétiques relancent des négociations déjà initiées avec la Finlande en avril 1938. En effet, malgré le pacte, les Soviétiques craignent les Allemands. Ils redoutent en effet que ces derniers utilisent la Finlande, avec qui ils s'entendent bien, comme d'une rampe de lancement pour déferler sur l'URSS, notamment sur Leningrad. Les Soviétiques proposent alors des terres aux Finlandais en l'échange de nombreux intérêts. Parmi ceux-ci, on trouve l'allocation du port d'Anko qui commande l'entrée du golfe de Finlande, ainsi que plusieurs rectifications de frontières. Bref, tout ce qui peut permettre de tenir éloigné l'Allemagne. Mais les Finlandais refusent de céder le port d'Anko et stoppent les pourparlers le 13 novembre 1939. Devant ce refus, l'URSS met en scène le 26 novembre 1939 le bombardement du village russe de Menila. Les Soviétiques affirment en effet que 4 soldats de l'armée rouge ont été tués et que c'est l'artillerie finlandaise qui en est l'auteur. Ils exigent des excuses, mais la Finlande ne leur en donne pas. 2 jours plus tard, ils rompent alors leur traité de non-agression et le 30 novembre 1939, sans préparatifs militaires, l'URSS franchit la frontière. Démarre alors l'épisode de la guerre d'hiver. Les Soviétiques lancent plusieurs attaques. Au nord, ils attaquent la péninsule de Ribachi et la région arctique de Petsamo. Au centre, ils tentent une double percée afin de couper la Finlande en deux. Enfin, au sud, ils attaquent autour du lac Ladoga, notamment via l'isthme de Carélie. Et histoire de faire les choses bien, l'aviation soviétique attaque également les ports au sud du pays. Sur le papier, cela s'annonce très mal pour les Finlandais, ils disposent d'environ 250 000 hommes, de 30 chars et de 170 avions. En face, les Soviétiques sont près de 450 000 et sont épaulés par 1500 chars et 1500 avions. Pourtant, les Finlandais résistent, et ils résistent même étonnamment bien, mettant en déroute de nombreux détachements soviétiques. Ils sont en effet mieux équipés contre le froid et ils connaissent le terrain, d'autant qu'à cette période de l'année, le soleil ne se montre qu'environ 5 heures par jour. Très mobiles, notamment via des sections de tireurs à ski, ils utilisent la stratégie du moti, qui consiste à encercler l'ennemi, à l'isoler en plusieurs petites poches, puis à les détruire une à une. Grâce à de nombreuses embuscades, ils récupèrent ainsi pas mal de matériel soviétique, dont des chars, de l'artillerie et des canons anti-chars. Ils se paient ainsi le luxe de remporter quelques victoires jusqu'à début janvier. Et dire que le commandement soviétique pensait que l'affaire serait pliée en 10 jours. Les Soviétiques sont en effet en galère. Craignant que les soldats originaires des régions limitrophes ne soient réticents à combattre leurs voisins finlandais, Staline a préféré envoyer des soldats originaires du sud de l'URSS. Le problème, c'est que ces fameux soldats du sud ne sont pas du tout rodés pour les conditions climatiques extrêmes qui les attendent. C'est le Nord. Dans le nord du pays, des températures chutant jusqu'à moins 40 degrés ont été enregistrées. C'était parfois précisément le moment que choisissaient les Finlandais pour mener des contre-attaques, surprenant ainsi totalement l'ennemi. De plus, suite aux grandes purges staliniennes à la fin des années 30, les officiers russes sont pour la plupart assez inexpérimentés. À partir de février 40, les Soviétiques reprennent le dessus. Ils ont reçu des renforts, ont changé de commandement et de tactique.
La ligne Mannerheim, qui a tenu 2 mois, est franchie, les soviétiques déferlent en Finlande. Finalement, le 12 mars, à Moscou, un traité de paix est signé. La Finlande cède environ 10% de son territoire, mais l'armée rouge a été publiquement humiliée, ce qui fait du tort à l'URSS sur la scène internationale. Cette apparence fébrile confortera d'ailleurs Hitler dans son choix de déclencher l'opération Barbarossa un an plus tard. Pendant un peu plus d'un an, entre 1940 et 1941, a lieu ce qu'on appelle la Grande Trêve. Durant toute cette période, les hostilités cessent donc temporairement, et je dis bien temporairement, car cela ne va pas durer. Dès juin 1941, les Finlandais, humiliés d'avoir perdu des territoires, sont bien décidés à les reprendre. Il se trouve qu'en parallèle, les Allemands se préparent à envahir l'URSS, et ils ne seraient pas contre pouvoir bénéficier d'une aide finlandaise. Aussi, ayant besoin l'un de l'autre, les deux pays signent un acte de coopération économique et militaire. Ils deviennent alors co-belligérants et non pas alliés. Ils ont un ennemi commun et ils souhaitent simplement unir leurs moyens pour le neutraliser. L'alliance s'arrête ici. Cependant, comme le redoutait Staline, via l'acte germano-finlandais, les Allemands vont pouvoir militairement circuler librement dans toute la Finlande. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est déclenchée et les Allemands déferlent sur l'URSS. 3 jours plus tard, le 25 juin 1941, l'URSS lance une massive attaque aérienne sur 18 villes finlandaises, prétextant qu'elle visait des installations allemandes. Les Finlandais, qui souhaitaient conserver leur neutralité si possible, se retrouvent une nouvelle fois agressés. Leur réaction est immédiate, ils se lancent à l'attaque. La guerre de continuation vient de démarrer. Et on peut dire que l'armée finlandaise s'est drôlement modernisée. Au-delà de l'équipement soviétique qu'ils ont récupéré sur le terrain, ils ont également reçu le soutien matériel allemand. Ils ont désormais 320 000 hommes, 500 chars et 1800 avions. Alors forcément, ça va mieux. Efficacité allemande! Pendant que les Allemands progressent à une vitesse folle jusqu'aux portes de Moscou, les Finlandais, eux, progressent également, récupèrent leur territoire et arrivent aux portes de Leningrad, aux côtés des Allemands, bien que Mannerheim, le commandant suprême des forces finlandaises, refuse de prendre part à l'attaque. À la fin de l'année 41, les Finlandais stoppent leurs offensives majeures, le front se stabilise. De leur côté, durant l'année 42, les Allemands continuent de foncer à l'est, enchaînant les victoires, tout va pour le mieux. Et puis en février 43, ils prennent une raclée à Stalingrad et là ça rigole un peu moins. À partir de là, le rapport s'inverse et les soviétiques, mieux équipés qu'au début du conflit, commencent à faire reculer sérieusement les Allemands. Concentrés sur leur progression en Europe centrale, ce n'est qu'en juin 44 que les soviétiques décident de régler leur compte avec la Finlande. Pourtant, depuis 1943, les Finlandais ont tenté plusieurs fois de négocier la paix, mais Staline ne veut rien savoir. Pire, il essaye même d'obtenir une reddition rapide de la Finlande en lançant de nombreux assauts aériens sur les villes. Mais la défense anti-aérienne résiste héroïquement. Les soviétiques lancent donc une gigantesque offensive contre les positions finlandaises et dès le deuxième jour, les défenses cèdent. Les soviétiques déferlent alors sur tout le pays. De nouveau aidés matériellement par l'Allemagne, les Finlandais parviennent une nouvelle fois à résister et à stabiliser le front. Ils ont alors pratiquement les mêmes positions qu'à la fin de la guerre d'hiver. Cependant, les Finlandais sont à bout de force et veulent à tout prix sortir de cette guerre. Un cessez-le-feu est alors établi le 4 septembre, puis un armistice signé à Moscou le 19. L'URSS récupère alors les territoires qu'elle avait déjà à la fin de la guerre d'hiver, mais en plus récupère aussi la région de Petsamo pour priver la Finlande d'un accès à l'océan Arctique. Manque de bol, la région de Petsamo, c'est justement la province où se sont repliés tous les soldats allemands du territoire, afin notamment de profiter des abondantes mines de nickel. Or, dans les termes de l'armistice, les Finlandais sont censés expulser tous les Allemands du territoire. Bien évidemment, ces derniers refusent. Aussi, les Finlandais se voient contraints de prendre à nouveau les armes, et cette fois-ci contre les Allemands. Et avec de l'équipement, en grande partie allemand aussi. Merci. Un nouveau conflit débute alors, la guerre de Laponie. Une tâche loin d'être évidente puisque dans l'armistice, les Soviétiques ont demandé à ce que les Finlandais dégagent les Allemands, mais en parallèle, que l'armée finlandaise soit dissoute. Il y a quelques combats sérieux, mais les Allemands sont sans cesse sur le reculoir. Ils pratiquent une politique de terre brûlée, détruisant routes, ponts, granges et autres bâtiments. Ils s'éclipsent définitivement le 25 avril via la Norvège. En Europe, la Seconde Guerre mondiale prend fin 2 semaines plus tard. Au niveau humain, la Finlande a limité les pertes.
La guerre d'hiver lui a coûté environ 23 000 tués contre plus de 120 000 côté soviétique. La guerre de continuation, elle, a vu la mort de près de 59 000 Finlandais, 14 000 Allemands venus les suppléer et plus de 90 000 soldats de l'armée rouge. Enfin, la guerre de Laponie aura coûté 1000 morts finlandais contre 950 chez les Allemands. Au final, durant la période 39-45, en ajoutant les près de 10 000 disparus et les 2000 pertes civiles, la Finlande totalise près de 95 000 tués, soit 2,5% de sa population de l'époque. Leurs principaux rivaux, les soviétiques, totalisent eux près de 210 000 tués. J'en profite pour évoquer le fait que de nombreuses nations sont venues prêter assistance à la Finlande. Au-delà du soutien allemand et italien durant la guerre de continuation, les Finlandais avaient été soutenus durant la guerre d'hiver par des volontaires suédois, danois, hongrois, norvégiens, polonais et même français. Parmi ce flot de volontaires étrangers se trouve notamment un certain Christopher Lee, bien connu des cinéphiles. Durant le conflit, la Finlande aura indirectement grandement aidé les intérêts de l'Allemagne. Par exemple, la marine soviétique s'est retrouvée confinée dans le golfe de Finlande, ce qui du coup permettait à la marine allemande de circuler librement en mer Baltique et d'en garder le contrôle. Un contrôle indispensable puisque par la mer Baltique, et précisément en provenance de Suède, transitaient 50% des importations de fer de l'Allemagne, une ressource primordiale pour l'effort de guerre. Après la guerre, le traité de Paris de 1947 scelle le sort de la Finlande. Elle perd officiellement la Carélie méridionale ainsi que les régions de Petsamo et de Sala. Les soviétiques leur redonnent la presqu'île d'Anko, mais en retour établissent une base militaire sur la presqu'île de Porkala. Enfin, la Finlande est condamnée à payer un lourd tribut de 300 millions de dollars de l'époque en réparation pour la guerre de continuation. Un tribut qui bizarrement aura des conséquences positives sur la Finlande. Celle-ci, pour se donner les moyens de rembourser sa dette, s'industrialisera massivement et deviendra par la suite le pays qu'elle est aujourd'hui, soit un des plus développés d'Europe. La Finlande est donc impactée par ce traité, même si les Alliés, bon excepté les Soviétiques bizarrement, ont considéré qu'elle avait été plus un partenaire de circonstance de l'Allemagne qu'un véritable allié de cette dernière. Elle souhaitait simplement défendre ses intérêts nationaux. Au final, malgré des concessions territoriales non négligeables au profit des Soviétiques, la Finlande aura finalement pu conserver le principal à la fin de la guerre, son indépendance. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le commenter, à le partager et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.